Les internautes qui s'intéressent aux questions monétaires ne peuvent ignorer la polémique sur la loi Pompidou de janvier 1973. Un débat qui déborde déjà le net puisque Marine Le Pen en a fait un cheval de bataille de sa campagne. Et Éric Zemmour l'a déjà interrogé sur ce sujet. Le mot polémique n'est d'ailleurs pas très bien choisi tant la théorie selon laquelle cette loi serait une loi scélérate semble pour certains une affaire entendue. Lors d'une précédente vidéo, j'avais essayé de montrer combien cette affirmation pouvait être contraire à la réalité. Les réactions furent très largement négatives, voire agressives, mais peu argumentées. J'en conclus que les esprits étaient particulièrement échauffés sur cette affaire, au-delà de toute raison. Un peu naïvement, j'avais introduit ma présentation en indiquant que je n'avais pas vérifié les calculs de messieurs Chouard et Holbeck, les initiateurs semble-t-il de cette théorie, mais que je les croyais sur parole. Ma critique portant plutôt sur les conclusions que ces messieurs tiraient de leurs calculs. Et puis l'un et l'autre m'envoyèrent un courriel pour défendre leur point de vue. Le courriel de Chouard ne disait pas un mot sur le fond de mon analyse et se contentait de moquer mon travail sans aucun argument, avec une suffisance surprenante chez un universitaire. Le courriel d'Holbeck voulait me faire comprendre que j'avais tort, car il avait bien fait ses calculs en euros constants. Ce dernier message me laissait perplexe. Je ne voyais pas l'intérêt de cette opération. Passer d'euros courants à des euros constants modifie les chiffres en valeur absolue, mais n'a pas de raison de modifier le poids relatif dans la dette, des intérêts et des déficits primaires. Dans mon analyse, j'avais dit qu'il fallait prendre en compte l'inflation dans l'accroissement de la dette entre 1979 et 2010 pour bien souligner que le service de la dette est calculé sur des taux d'intérêt nominaux et pas des taux d'intérêt réels, mais pas qu'il fallait faire tous les calculs en euros constants. Je suis alors remonté aux sources de la polémique. Le fameux calcul qui conclut que les intérêts de la dette expliquent à eux seuls la dette actuelle. Chacun donc peut s'y reporter sur la page web http://monnaie.wikispace.com/arnaque. J'ai alors découvert que ce calcul n'était ni plus ni moins qu'une énorme bourde et peut-être même une tromperie volontaire. Je vais vous expliquer pourquoi et je vais essayer d'être le plus clair possible. La dette publique résulte d'une accumulation de déficits et ces déficits peuvent être déclinés en deux blocs distincts. Les déficits primaires et la charge de la dette, c'est-à-dire les intérêts payés. Pour démontrer quel est le poids respectif des intérêts et des déficits primaires dans la dette, il nous faut trois séries de données. La charge de la dette annuelle, les déficits primaires annuels et au minimum la dette en début de période, mais de préférence la dette en série annuelle. La période considérée par l'auteur du blog est 1979 à 2010, soit 31 ans. La dette publique fin 1979 était de 82,8 milliards d'euros. La dette publique fin 2010 était de 1591 milliards d'euros. La première question qu'il faut se poser, c'est quelle a été la progression moyenne annuelle de la dette. Ce chiffre nous est donné par la formule 1591 divisé par 82,8 à la puissance 1 sur 31, moins 1. Et nous trouvons environ 10%, un chouille après. La dette publique a donc augmenté en moyenne de 10% par an depuis 31 ans. D'après le bloc cité plus haut, le seul cumul des intérêts sur la période est supérieur à l'augmentation de la dette, ce qui implique par voie de conséquence que le cumul des soldes primaires est nul, voire en léger excédent. Si donc les taux d'intérêt expliquent à eux seuls la progression de la dette, alors le taux moyen du service de la dette doit être de 10%. Voyons si cela est vrai. Les données sur les taux figurent dans le rapport sur la situation des finances publiques de mai 2010, dit rapport Champsor-Cotis. C'est d'ailleurs ce rapport qui sert de base de données au blog. Ces données figurent en page 8 du dit rapport, sous l'intitulé « Taux d'intérêt apparent de la dette publique ». Et en note, on en a la définition, qui correspond exactement à ce que nous cherchons. Or, d'un coup d'œil, on se rend compte que ces taux sont beaucoup plus bas que 10%. En fait, la moyenne arithmétique de cette série de taux est de 6,45% et la moyenne pondérée est même encore plus basse puisque les taux les plus élevés ont coïncidé avec la dette la plus basse. De ces données officielles, il découle donc qu'il est impossible que les intérêts expliquent toute la dette et loin s'en faut. D'après la définition que nous venons de citer, si on applique le taux d'intérêt apparent au service de la dette, on trouve les intérêts payés année après année. Au total,
Le cumul de ces intérêts s'élève sur ces 31 années à 1000 milliards d'euros, pour une augmentation de la dette de 1500 milliards, soit les 2/3. Par soustraction, on peut donc estimer les déficits primaires cumulés à environ 500 milliards d'euros. Or, le rapport Chancor ne fournit pas l'historique des soldes primaires. Cette série est effectivement difficile à retrouver et l'auteur du blog affirme que l'INSEE n'est pas en mesure de la fournir. Pourtant, dans une autre enquête de l'INSEE de mai 2007 intitulée « L'économie française, rupture et continuité de 1959 à 2006 », on peut lire, je cite, « De 1981 à 1999, le solde primaire des administrations publiques est systématiquement négatif. » Puis plus loin, il s'accroît jusqu'à 3,9 points de PIB lors de la récession de 1993, puis se redresse de manière ininterrompue entre 1993 et 2000, ce qui permet à la France de dégager des excédents primaires entre 1999 et 2001. En fait, les excédents seront modestes et de courte durée. Après 2001, et en dehors de l'année 2006, les soldes primaires redeviendront négatifs, et particulièrement en 2007, 2008, 2009 et 2010. Au cours de cette dernière période, le déficit primaire cumulé sera même largement supérieur au service de la dette cumulée. Bref, depuis 1979, la France a toujours connu des déficits primaires, sauf une poignée d'années. L'affirmation selon laquelle la dette s'explique uniquement par le service de la dette est donc doublement démentie par la réalité chiffrée. D'où la question, comment l'auteur du blog est-il parvenu à faire disparaître les déficits primaires? D'abord, il n'a pas cru bon de retenir les taux d'intérêt apparents de la dette tels qu'ils figurent à la page 8 du rapport Chancor. Mais à la place, lui a préféré une autre donnée qui figure elle aussi dans le rapport, qui est la charge nette de la dette par rapport au PIB. Or, en utilisant cette série, l'auteur a mécaniquement majoré le taux de la dette, car les données de PIB sont fournies en valeur fin d'année et non en valeur moyenne sur l'année. Ceci est une erreur somme toute mineure. Elle conduit à surestimer le service de la dette cumulée d'environ 120 milliards sur un total de réel de 1000. Erreur mineure, mais tout de même tout à fait incompréhensible puisque les vrais chiffres figuraient dans le même document de travail. Mais beaucoup plus embarrassante est l'erreur de méthodologie. Rappelons l'équation de départ. La dette finale moins la dette initiale, c'est-à-dire l'augmentation de la dette, est égale à la somme des déficits primaires plus la somme des intérêts sur la dette. Et cette relation est valide en euros constants comme en euros courants. Or, bien que les comptes officiels soient en euros courants, l'auteur croit plus malin de raisonner en euros constants. Pourquoi? A priori, il n'y a aucune raison. L'auteur commence par calculer le multiplicateur d'inflation selon les données de l'INSEE. Puis il laisse de côté le chiffre de 83 milliards d'euros de la dette en 1979 et lui préfère celui de 243 milliards d'euros, qui est obtenu après multiplication du premier chiffre par le multiplicateur d'inflation. Pour faire simple, ces 243 milliards d'euros représentent les 83 milliards d'euros de 1979 en euros de 2010. Cette opération réduit mécaniquement l'augmentation de la dette de 1508 milliards à 1348 milliards. Puis il recommence la même opération pour chaque service de la dette annuelle, faisant passer le cumul de celle-ci de 1122 milliards d'euros à 1408 milliards d'euros. On observe que ce montant de 1408 est déjà à lui seul supérieur à l'augmentation de la dette. Or, il lui reste encore à effectuer cette même opération avec les déficits primaires. Donc, à ce stade, l'auteur aurait dû se rendre compte que son calcul était totalement incohérent. Or, c'est là qu'une bourde devient une supercherie. L'auteur effectue alors un tour de passe-passe, véritablement houdinesque. Il décrète tout bonnement que les déficits primaires en euros constants ont été nuls, voire des excédents. Et bien entendu, il se garde de présenter les calculs en euros courants. Mais alors où est l'erreur? En fait, il y a deux erreurs en une, que l'on peut résumer ainsi. L'auteur compare des flux capitalisés avec des stocks actualisés, ce qui n'a absolument aucun sens. Je vais prendre un exemple. Supposons qu'au lieu de 83, la dette initiale est de 483 milliards.
mais que tous les flux, déficit primaire et intérêt, restent eux inchangés. La dette finale serait alors de 483 plus 1508 égale 1991 milliards. Procédons comme l'auteur l'a fait. Multiplions la dette initiale par le coefficient multiplicateur de l'inflation. Puis retranchons le résultat, la dette finale de 1991. Nous obtenons 534. Un montant bien différent des 1348 annoncés par l'auteur, et cela avec des exercices budgétaires pourtant identiques. Quant au flux d'intérêt, l'auteur manifestement fait une confusion entre des euros actuels et des euros constants, ce qui l'a conduit à capitaliser un flux au lieu de l'actualiser. Les euros constants sont des euros courants actualisés à une date passée pour neutraliser l'effet de l'inflation. L'auteur a fait le contraire. Il a capitalisé les flux d'intérêt au taux de l'inflation, rajoutant de l'inflation à l'inflation au lieu de la retrancher. En résumé, le calcul du blog revient d'un côté à diminuer l'augmentation de la dette et de l'autre à augmenter les flux d'intérêt, ce qui est totalement absurde. Pour obtenir en euros constants la part respective des intérêts et des déficits primaires dans l'augmentation de la dette, il suffit d'actualiser à l'année 1979 les flux et d'en faire la somme. Une opération très simple dont le résultat en poids relatif est sensiblement le même qu'en euros courants. Mais le calcul qui est vraiment intéressant, c'est celui qui consiste à mesurer l'impact des taux d'intérêt réels sur la dette publique. En partant donc d'une inflation nulle et de déficit primaire en pourcentage du PIB inchangé, on obtient les résultats suivants. Vous pouvez observer qu'on retrouve une charge de la dette atteignant les 2/3, avec des taux réels de 3%. Un calcul qui est cohérent avec le taux moyen de la dette autour de 6,5% et une inflation moyenne de 3,5% constatée au cours de la période 1979-2010. Conclusion. Le point des intérêts dans la dette n'est pas de 100%, mais de 65% environ, ce qui est élevé, mais somme toute très loin de ce qui est annoncé. Le calcul qui est à l'origine de la polémique sur la loi Pompidou est donc totalement faux. Les données utilisées ne sont pas les plus pertinentes, mais surtout, la logique derrière le calcul est erronée et trahit une réflexion superficielle et peu professionnelle. Normalement, l'incohérence du résultat aurait dû conduire l'auteur à se raviser, mais il ne l'a pas fait, ce qui me laisse perplexe. Peut-être que derrière cette démonstration fausse se cache en vérité une tromperie volontaire avec un dessein politique. En tout état de cause, il est très dommage que des hommes et des femmes de bonne foi s'y soient laissés prendre.